10h30 sur BFM TV, le Parlement autorise le pass sanitaire jusqu'à la fin juillet 2022. Voilà ce qui vient d'être voté à l'instant, à une majorité assez nette à l'Assemblée. On va en parler tout de suite avec nos invités pour l'autre débat politique. Il sera aussi question de la crise des migrants à Calais, bien sûr. Des nouvelles affiches de Marine Le Pen qui semblent revenir aux fondamentaux, comme on dit, selon l'expression consacrée. Clémence Guettet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du programme de la France Insoumise, secrétaire générale du groupe à l'Assemblée nationale. Philippe Ballard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national. Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour. Sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, délégué général du groupe Territoire de Progrès. Philippe Corbet, bonjour. Philippe, chef du service politique de BFM TV. Un mot tout de suite, Philippe, sur cette information qui vient de nous parvenir. Le pass sanitaire autorisé jusqu'à la fin juillet 2022, ça ne veut pas dire qu'il va être en vigueur jusqu'à cette date, mais le gouvernement se laisse la possibilité en quelque sorte. Et quand ça avait été annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement, on avait été un peu surpris parce que l'échéance semblait plus tardive qu'on ne l'avait imaginé. Ça a été d'ailleurs l'objet des discussions assez compliquées au Sénat, puisque les sénateurs considéraient que ça n'était pas possible de prolonger cette possibilité jusqu'à l'été sans qu'il y ait une sorte de clause de revoyure avant la fin de l'hiver, par exemple en février. Finalement, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, mais effectivement, le pass sanitaire sera un outil à disposition du gouvernement jusqu'à l'été prochain, et c'est important dans le contexte parce que on va peut-être en reparler. L'un des sujets qui est sur la table, c'est faut-il ou pas lier l'attribution, ou la prolongation du pass sanitaire à la troisième dose. C'est-à-dire que est-ce que ceux qui aujourd'hui peuvent avoir une dose de rappel, on peut leur retirer leur pass sanitaire s'ils ne font pas la troisième dose. C'est l'un des sujets qui est en débat. C'est un sujet assez délicat. Au point d'ailleurs que le président de la République réfléchit à une prise de parole? Oui, ça fait une semaine qu'on nous dit que l'Élysée réfléchit à une éventuelle prise de parole du président de la République à un moment donné. Alors, on dit que c'est pas forcément que sur le sanitaire. Il n'y a pas un caractère d'urgence. Il va pas parler ce soir à 20h à la télévision. Mais il est possible qu'il parle dans les prochains jours pour notamment, peut-être sur cette question-là, la question de troisième dose ou la dose de rappel, mais pas seulement. On nous dit qu'il pourrait parler aussi des réformes ou de ce qu'il veut faire dans les derniers mois qui lui restent. Ce qui pourrait en tout cas, et on va en parler avec vous bien sûr, ce qui pourrait provoquer cette intervention du président de la République, c'est la reprise de l'épidémie, tout simplement. En France, bon, ça reste assez limité, on a le sentiment que c'est maîtrisé en tout cas. En Europe, en revanche, et on a vu les prévisions de l'OMS qui sont très alarmistes avec l'annonce d'un demi-million de morts d'ici à fin février, il y a peut-être en effet de quoi s'inquiéter. Notamment, la situation est assez inquiétante en Allemagne, mais il y a un conseil de défense sanitaire mercredi. Si des décisions sont prises, par exemple, sur cette question de troisième dose liée au pass sanitaire, il pourrait y avoir une intervention du Premier ministre ou du Président de la République dans la foulée. Clémence Guettet, la prolongation de ce pass sanitaire, encore une fois, comme un... Je reprends l'expression de Philippe Corbet, comme un outil pour le gouvernement. Quelle est votre réaction ? La difficulté, c'est qu'une fois de plus, M. Macron se passe de l'avis du Parlement, parce que le Sénat était opposé et toutes les oppositions à l'Assemblée nationale l'étaient aussi. Le problème avec ce pass sanitaire, c'est que ça crée une illusion d'immunité. Nous sommes persuadés que ce n'est pas l'outil central de la politique sanitaire. En fait, c'est du chantage permanent pour que les gens aillent se faire vacciner. Ça a d'ailleurs plutôt bien marché. Les doses de vaccins ont largement augmenté dans la population. Mais le fait est qu'on peut toujours être malade lorsqu'on a le pass sanitaire, on peut toujours transmettre le virus, et on le voit, ça a été fait de manière, dans la pagaille la plus absolue. Donc les gens ne comprennent toujours pas. Il y a par exemple toujours énormément de personnes âgées très vulnérables qui ne sont pas vaccinées, ni première, ni deuxième, ni troisième dose. Et donc ça crée cette illusion d'être protégé et que la politique sanitaire est menée, alors qu'on sait que ça n'est pas le cas. Donc Macron gouverne seul. Vous le disiez, il va faire à nouveau un conseil de défense sanitaire qui a l'avantage pour lui d'être à huis clos. Les décisions sont prises ainsi sans qu'on ne sache pourquoi. Et il s'exonère de revenir devant le Parlement pour avoir une discussion sur ce qu'il aurait fallu faire et ce que nous proposons depuis des mois maintenant. Xavier Iacovelli, qu'est-ce que vous répondez à cela ? J'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que la France Insoumise propose, parce que pour le coup, au Parlement, il n'y a pas grand-chose qui est proposé. Mais je peux vous le dire, monsieur. Non, mais on a fait des centaines d'amendements, puisqu'il y a déjà eu 5 projets de loi pour prolonger l'état d'urgence. Vous êtes des spécialistes là-dessus. Une centaine d'amendements par projet de loi, monsieur. La question est de savoir pourquoi est-ce on met en place ces outils. Pourquoi est-ce qu'on donne la possibilité, pourquoi le Parlement, parce que contrairement à ce que vous pouvez dire, c'est le Parlement qui donne ses pouvoirs à l'exécutif. Pourquoi le Parlement... C'est la majorité macroniste. Ça s'appelle la démocratie
démocratie, oui. Il y a une majorité Oui, oui. et il y a une minorité. Mais si jamais... Gagnez les élections la prochaine fois, je vous promets, vous aurez la majorité. Si jamais au des Parlement et vous pourrez républicains prendre des à décisions. nous, il y avait une opposition, Donc, peut-être qu'il y a des madame, raisons, je vous ai pas monsieur. interrompu. Mais non, mais vous je vous ai pas m'interpellez, interrompu. vous m'interpellez, Merci. monsieur. Je vous en prie. Et donc, en Et l'occurrence, pourquoi est-ce que... on peut débattre de Il y a pas façon de souci, courtoise. mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met des outils en place et qu'on met à disposition du gouvernement ce pass sanitaire? Parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, Bruce Toussaint, il y a une reprise épidémique importante en Europe, 1,5 million annoncé d'ici fin février de morts selon les projections de l'OMS, une recrudescence importante en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique notamment. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs, on le voit dans le rapport de l'OMS. C'est soit parce qu'il y a une contamination massive des non-vaccinés, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'en Allemagne, il y a 66% de vaccinés. En France, on est plus aux alentours de 75% totalement vaccinés. Donc effectivement, on n'est pas dans ce facteur-là, même si ceux qui ne sont pas vaccinés sont potentiellement à risque, et c'est eux qui sont massivement contaminés aujourd'hui. Et puis, il y a la question aussi de l'assouplissement des mesures sanitaires, notamment la suppression du pass sanitaire et des gestes barrières en Belgique, aux Pays-Bas, qui fait effectivement cette recrudescence. Donc, il faut à la fois que nous donnions les mesures, les outils nécessaires au gouvernement pour agir, et en même temps qu'on rappelle les gestes barrières, l'utilité de la vaccination et la nécessité de se faire vacciner. Philippe Ballard, j'ai pas Alors, encore pris la parole. Il y a deux choses. Il y a le pass sanitaire, donc prolongé, malheureusement, nous on a toujours considéré. On tourne en boucle, là, c'est les mêmes éléments de langage qu'on prend depuis des mois. Il est incohérent, inefficace et liberticide, je pourrais expliquer. Et puis, il y a cette épidémie qui pourrait visiblement reprendre. Et avant de parler de troisième dose, ce qui serait peut-être bien, j'écoutais le professeur Annet qui était sur votre plateau il y a une heure, c'est de vacciner les 500 000 seniors qui ne sont toujours pas vaccinés. Il y a des mois, c'est chirurgical. Il faut aller les chercher bien souvent chez eux. On peut mettre tous les outils en place, la carte vitale par exemple. Alors je sais bien qu'il y a plus de cartes vitales qui circulent en France qu'il n'y a d'assurés sociaux. Mais ce sont ces gens-là qu'il faut aller chercher. C'est eux qui risquent d'encombrer encombrer évidemment, je mets ça entre guillemets, les services d'urgence et de réanimation. Et le pass sanitaire, pour revenir à lui, il est incohérent. Moi je vais prendre un exemple, je prends les transports en commun tous les jours, le métro, bondé. Mais alors bondé, c'était un bouillon de culture. Là il n'y a pas de pass sanitaire. À la limite, tant mieux. Non, mais il y a le masque. Je vais prendre. Oui, mais alors le masque, si vous voulez, quand c'est bondé, il baissait, il montait. Enfin voilà, c'était un vrai bouillon de culture. Et j'étais en avant, je prends un café en terrasse, j'étais tout seul, il faisait beau, c'était il y a quelques jours. Et là on me dit, vous avez votre passe sanitaire, monsieur? Alors bon, mauvaise plaisanterie peut-être, j'ai dit non. Ah ben, je peux pas vous servir. Je l'ai, un passe sanitaire, je suis vacciné. C'est incohérent. Enfin, je veux dire, comment un peuple peut s'approprier des mesures qui sont autant incohérentes? Et puis, par contre, mais Pourtant, on les en a Français sont plutôt favorables au pass sanitaire. oui, je sais, j'ai vu les sondages. Non, mais Donc, pour une très fois bien. que vous suivez mais pas pour les nous, sondages, mais oh, non, on a des convictions et on les assume. Et là, on en a quand même pour le mois jusqu'au mois de juillet. Voilà. Mais vous n'avez pas le sentiment, pardon, une question pour tous les deux d'ailleurs, vous n'avez pas le sentiment que le fait que la France, justement, pour l'instant, semble échapper au scénario catastrophe qui semble se produire au Royaume-Uni ou en Allemagne, c'est pas grâce au pass sanitaire? Question. Non, Non. c'est au vaccin. C'est le vaccin. Moi, je pense que Oui, mais les deux vont ensemble. les gens ont été raisonnables, et c'est-à-dire que quand on leur a dit il faut aller se faire vacciner en masse parce que l'immunité sera collective, ils y sont allés sous chantage quand même, avec le chantage du pass sanitaire, c'est-à-dire vous êtes privé de Donc, vie c'est grâce au sociale pass sanitaire. si jamais vous n'avez pas le pass sanitaire. Donc c'est grâce au pass Donc le sanitaire. pass sanitaire a accéléré la vaccination, ça c'est sûr. Sauf que ce que vous dites, monsieur, Donc, c'est ça que le a été pass sanitaire permet d'éviter les contaminations. J'ai jamais Vous dit dites, ça. vous dites, on le met à disposition pour que le gouvernement puisse enrayer Bien sûr. l'épidémie. C'est Pourquoi un outil que le Parlement rendre donne les au tests gouvernement. payants, par exemple? Est-ce que les plus pauvres n'ont pas le droit d'être protégés, de faire un test pour avoir le pass sanitaire, par exemple? Pourquoi ne pas faire la société du roulement et faire en sorte que, par exemple, les transports en commun soient moins bondés parce que tout le monde ne va pas au travail aux mêmes horaires? Pourquoi ne pas mettre des purificateurs d'air dans les écoles, comme c'est le cas dans de nombreux pays, alors qu'aujourd'hui nos gamins sont obligés d'y retourner Parce que ça n'a pas masqués? été vérifié comme utile. Enfin, Vous sincèrement, dites que nous n'avons pas fait de propositions. Ces propositions, nous les faisons depuis plus d'1 an et demi à l'Assemblée nationale. Et alors c'est balayé parce que ça vient de la France insoumise. Mais c'est faux, vous le Si savez très bien. votre politique sanitaire, elle n'est pas construite de façon à unifier les Français, elle n'est pas construite collectivement. Mais le problème, c'est que C'est dans la brutalité, c'est dans la force. Écoutez, et c'est dans l'incohérence. aujourd'hui, Monsieur Macron, il une me disait- écrasante majorité Monsieur des Macron, il Français me sont disait- favorables aux mesures sanitaires qui sont mises en place par le gouvernement D'accord, et mais par le Parlement. parce qu'ils essayent d'être raisonnables, parce qu'ils se disent Bah, il donc faut qu'on alors- soit tous ensemble.
pour Donc vaincre c'est pas la ce virus. brutalité. Monsieur Macron Si les nous Français disait sont d'accord, allez au c'est pas la théâtre, vous ne brutalité, risquez madame. rien. Monsieur Véran nous disait ce ne sera pas dans tous les lieux, ce serait complètement absurde. Au théâtre, dans les musées, au restaurant, ça ne sera pas obligatoire. Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois, disait le pass sanitaire partout, ce serait liberticide. Vos incohérences, elles marquent durablement la population. Madame, vous aurez compris qu'en fait le gouvernement et le Parlement se sont adaptés au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Vous Ils ne se comprenez sont pas adaptés, ils ont d'abord menti parce qu'ils Mais n'avaient pas les arrêtez, moyens madame. de mettre en place leur politique pour les Philippe masques, Ballard. Non, mais pour les c'est- tests et c'est pour vrai les que- vaccins. Venant de la France insoumise, pardonnez-moi. Mais Philippe Ballard. C'est vrai que le gouvernement, enfin, bon, on va pas refaire l'histoire, mais a menti quand même avec cette histoire de masque. Et après, on a toujours le sentiment qu'il court après la pandémie. On nous a dit ce pass sanitaire, c'est provisoire à plusieurs reprises. sûr. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit le Premier Mais c'est ministre. le cas. Et en fait, oui, enfin, là, on en a jusqu'au mois de juillet prochain quand même. Il a été mis en vous place. aurez il y a- juste il y a- à mesurer il y a- que l'épidémie il y a 6 n'est pas mois. finie, Ça en fait fait. 1 an et demi. Il y a des choses très simples. Le contrôle des eaux usées. Pourquoi on le fait toujours pas systématiquement? c'est systématiquement Non, fait. mais pas assez. Les traitements. Bah alors- Où en est-on? Où en Mais en est-on fait, à Où en chaque fois que est-on je vous dans les apporte une traitements? réponse, Les- vous dites que vous Ben êtes non, d'accord. mais en fait, c'est le pas problème systématique. de la France insoumise et du Rassemblement national, c'est que vous êtes le ministère de la parole et de la démagogie. C'est-à-dire que Alors, c'est pas de démagogie Pour de avancer un contrôler petit les peu, eaux que usées là-dessus- et de dire il faut mettre Écoutez, le paquet sur les les eaux usées traitements. sont systématiquement contrôlées et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, Ah, si, on se rend non, compte non. qu'il y a une reprise Non, de non, mais l'épidémie pas depuis 15 jours. Si Madame Et Le qu'est-ce Pen que vous est élue, avez- s'il vous plaît, si Madame Le Pen est élue en avril, elle lève le Le pass pass sanitaire, tout de oui. suite. Bah oui, on peut pas voter Nous, contre c'est l'Assemblée c'est de dans maintenir notre la- programme. Et vous allez bien sûr. sur quoi En Question Espagne, juste en Espagne, Je vous en prie. taux de vaccination très important, il n'y a pas de pass sanitaire. Question pour Philippe Corbet. Je me souviens de l'intervention du chef de l'État le 12 juillet. La surprise, le choc avec un tour de vis, il faut bien le dire, Absolument. et l'annonce de mesures quand même assez dures. Est-ce que compte tenu de ce qui a été annoncé hier par l'OMS, de cette alerte, des chiffres dans des pays européens très proches de nous, est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce qu'on peut envisager qu'en ce moment, à l'Élysée, on réfléchisse là aussi à une espèce de nouveau tour de vis, de déclaration un peu dure, Alors, avec des nouvelles mesures? Je ne sais pas, je pose la question. Alors c'est certain que si le président de la République prend la parole publiquement, ce sera aussi pour avoir un effet psychologique. Mais ce serait quoi les autres mesures? L'obligation vaccinale, c'est Pourquoi pas exactement la mesure qui a été écartée au début de l'été Pourquoi et qui pas aurait peut-être nous aurait Ils empêché sont plus d'avoir assez ce débat-là. après. Hein. Non mais c'est Non, mais c'est une je question. me pose la question. Au mois de juillet, il y a des parlementaires socialistes, mais aussi LR, qui avaient proposé l'obligation vaccinale en disant ça serait plus simple que ce pass sanitaire. Bien Ils sont sûr. loi de même dessus. Il y avait même une proposition de loi. Elle avait été écartée par la majorité en disant non, nous, notre outil, c'est le pass sanitaire. Si le président de la République là, disait l'inverse de ce que la majorité a dit pendant plusieurs mois, ça serait un problème. Et puis autre chose, C'est vrai. on entre en campagne présidentielle et d'une certaine manière, l'effet psychologique de la dramatisation souligne aussi le fait qu'on va vivre pendant plusieurs mois dans des situations difficiles. Et l'idée au fond, c'est ce que me disait un responsable de la majorité, l'idée au fond de dramatiser, ça risque aussi de teinter la campagne présidentielle de cette question. Est-ce que la crise a bien été gérée? Ben, ça peut revenir surtout au cœur des débats. Ça peut être... Oui, mais ça aussi. par exemple, sur cette question, faut-il ou pas conditionner le pass sanitaire à la Oui. troisième dose? À la troisième dose, oui. Mais les gens vont dire, attendez, le pass sanitaire, vous nous aviez dit que ça serait juste quelques mois. Donc ça veut dire qu'on va vivre avec le pass sanitaire jusqu'à peut-être l'été et au-delà, pour la troisième dose, la quatrième dose, la cinquième Et dose. très vraisemblablement. Hein. C'est possible. Mais ça C'est le ouvre respect ce de la débat-là, parole qui est un publique. débat politique compliqué pour eux. Peut-on regarder ensemble les nouvelles affiches électorales de Marine Le Pen? Alors, c'est vrai que... Avec plaisir. Si on est obligé. Je vous y engage vivement. Alors, attendez. Rendre aux Français leur pays. Bon, ça, c'est un... Vous avez noté qu'elle a plus de Et nom de rendre- famille. Et rendre aux Français leur argent. Marine présidente, absolument. Elle a Vous peut-être avez un truc parfaitement- à cacher. C'était déjà le cas en 2017. Il y avait Oui, oui, oui. le nom- il n'y avait pas le nom Oui. de elle. Bon, un commentaire, Philippe Ballard, sur ces deux... Elles sont belles, moi j'aime bien D'accord. les photos, les affiches, les slogans. Si vous parce avez que- dit l'inverse, ça aurait été problématique. Je pense que je vous aurais surpris. C'est complètement raté, annonce Philippe Ballard. Rendre aux Français leur argent, on trouve la thématique du pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 des Français, et rendre aux Français leur pays, là on retrouve la préoccupation numéro 2 ou 3 selon les sondages, l'immigration, l'identité, la sécurité, voilà. Alors je sais ce que vous allez me dire, il y avait d'autres affiches au mois de septembre, mais une campagne présidentielle, c'est pas vous que je vais la prendre, ça
ça dure un certain temps. On est à 5 mois et demi du premier tour. On enclenche un nouvel épisode. Oui, mais par exemple, à la rentrée, quand on avait vu cette affiche qui avait été dévoilée par le Figaro, donc Liberté chérie, avec un fond vert qui résonnait aussi avec les débats qu'il y avait eu pendant l'été sur la liberté autour du pass sanitaire, on s'est dit, c'est étonnant qu'elle ne parle pas de pouvoir d'achat, alors que ce sujet était déjà dans le débat politique. C'est étonnant qu'elle n'entame pas l'année présidentielle là-dessus. Mais on nous avait dit oui, mais c'était peut-être un peu philosophique et peut-être intéressant sur la philosophie de la liberté, mais c'est un peu loin des préoccupations des Français. Deux choses, c'était la pré-campagne, c'était au moment de Fréjus, les universités d'été, voilà, et c'était liberté, ça permettait d'ouvrir un certain nombre de portes, la liberté de pouvoir circuler librement sans être agressé, la liberté d'être maître chez soi, on rejoint l'immigration, la liberté de pouvoir profiter de son salaire, de son traitement, etc., etc. On retrouve le thème du pouvoir d'achat. C'était peut-être, alors je reprends votre mot, un peu voilà, conceptuel, philosophique, appelez ça comme vous voulez. Là maintenant, je pense que c'est clair, rendre aux Français leur argent, rendre aux Français leur pays, avec une très belle photo de Marine. C'est vrai, quand il y a le slogan « rendre aux Français leur pays », c'est pas la peine de rajouter Le Pen. Non, pour le coup, c'est... Ah, mais fondamentalement, mais c'est très bien. Merci, parce que voilà. C'est ce que dit Zemmour. C'est le titre. Ah bah ça y est, je suis zémouriste. Voilà. Parce que je vous dise. C'est pour la première fois Marine Le Pen est en concurrence sur cette question-là, justement. Clémence Guettet, un commentaire? Nous, on sort notre programme le 18 novembre en librairie, ça s'appelle L'Avenir en commun, et c'est une toute autre vision de ce qu'on pourrait faire pour la France. Il y a un slogan pour Jean-Luc Mélenchon. C'est l'Union populaire. C'est un slogan stratégique, on va dire. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut s'unir très largement pour pouvoir arriver au pouvoir et pour pouvoir faire la société de l'harmonie de la nature et des êtres humains. Donc c'est une autre vision de la France. Je n'ai absolument rien à dire sur les affiches de Marine Le Pen. Un commentaire avant de passer à autre chose? Oui, enfin, juste Marine Le Pen, effectivement, ça reste l'héritière d'un système, d'une dynastie et d'une idéologie qui aujourd'hui est concurrencée par sa droite, par Éric Zemmour, mais elle n'a pas abandonné ses fondamentaux, c'est toujours la même, et c'est vrai que quand je vois les oppositions, effectivement, commenter ou préparer leurs affiches de campagne, nous, c'est vrai qu'on est dans l'action, et je pense que ce qui est important, et c'est ce que les Français jugeront. On voit quand même sur ces images qui ont été tournées hier en Lorraine, je ne sais plus exactement quelle ville, mais avec des infirmières. Elle a longuement discuté avec des infirmières hier en Lorraine, et on voit à gauche des images un peu différentes qui sont les images de Éric Zemmour dans sa campagne qui ne dit pas son nom, des signatures de livres, des gens qui viennent l'écouter dans des meetings. On voit bien aussi qu'en termes de communication de moment, on n'a pas vu Éric Zemmour parler longuement comme ça avec des infirmières, prendre le temps de parler comme ça avec des catégories de la population. On voit bien qu'elle joue aussi une stratégie un peu différente. Puis lui, ça l'obligerait à construire un programme présidentiel. Et à être candidat officiellement. Et à être candidat officiellement. Bon, et très brièvement, effectivement, Marine Le Pen va à la rencontre des Françaises et des Français. Elle discute. Elle est allée à Alençon l'autre jour quand il y avait eu cette attaque de policiers. Elle rencontre aussi, il y a d'autres séquences plus institutionnelles. Victor Orban à Budapest, le Premier ministre polonais ou slovène à Bruxelles. Marine Le Pen a une stature de chef d'État, donc elle rencontre les chefs d'État et les Françaises. J'aimerais qu'on évoque évidemment la situation dramatique des migrants en ce moment dans le Pas-de-Calais. Quand je dis en ce moment d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait exact parce que cela fait des mois, voire des années que cela dure. La jungle a été démantelée il y a plusieurs années maintenant, mais les élus locaux, les habitants craignent toujours d'ailleurs qu'elle se reconstitue. La réalité, c'est que hier, un train a percuté un groupe de migrants qui marchaient sur la voie. Il y a un mort et un blessé. Il y a aussi ces migrants qui tentent de rallier la Grande-Bretagne par la mer sur des embarcations de fortune. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été secourues ces derniers jours par les autorités. Clémence Guettet, voilà, ça aussi, ça en quelque sorte, pardon pour l'expression, ça s'invite dans la campagne. Il faut en parler. Et qu'est-ce qu'on fait ? Surtout. C'est une situation dramatique. Déjà, mes premiers mots, c'est une pensée pour la personne qui est décédée, son entourage, les 2 personnes qui sont blessées très gravement, le conducteur du train qui est traumatisé à vie, et puis une pensée pour tous les riverains et toutes les personnes qui sont engagées fortement, les associations, dans cette zone, parce que vous le disiez, la situation est dramatique. La vérité, c'est que ce groupe de personnes migrantes était en train de se rendre sur un chemin qui mène
à des campements. La situation là-bas est très problématique. Il y a 3 personnes qui sont en grève de la faim, dont un prêtre jésuite, depuis maintenant une vingtaine de jours, pour dénoncer cela, parce qu'il faut absolument mettre si vous permettez, le prêtre a mis un terme à sa grève de la faim hier. Oui, tout à fait. Probablement pour des raisons de santé, mais il va poursuivre son combat autrement, a-t-il dit. Et les 2 autres continuent, ils sont toujours en grève de la faim, se mettent en danger pour alerter, parce que la situation, c'est aujourd'hui des personnes qui sont traquées tous les jours et toutes les 48 heures, leurs campements de fortune sont détruits, leurs effets personnels, le peu qu'ils possèdent encore, leur sont confisqués systématiquement, et ils sont traqués et se mettent en danger. Pour éviter la reconstitution de la jungle. Sauf que ça n'évite absolument pas le fait que ces gens doivent planter leur tente quelque part et le font au milieu de la forêt en plein hiver. Alors les associations demandent, et nous avec elles, qu'on arrête les expulsions sans solution de relogement immédiatement, qu'on arrête de confisquer les effets personnels de ces personnes, et surtout que le dialogue entre l'État et les associations qui pallient aujourd'hui aux insuffisances de l'État reprenne pour la construction de centres d'accueil pérennes avec des conditions d'accueil dignes. Il y a des gamins là-dedans qui n'ont pas accès à l'eau courante tous les jours, qui sont dans des situations sanitaires absolument déplorables. Il faut arrêter cela, il faut un accueil digne et il faut enfin prendre soin de ces personnes qui sont dans des situations absolument épouvantables. Philippe Ballard. Ouais, moi, je veux avoir une pensée pour l'enfer des habitants de cette région, l'enfer aussi que vivent les forces de l'ordre qui sont confrontées à des gens d'une violence inouïe. Et je voudrais aussi m'adresser, vous receviez tout à l'heure le représentant d'une association, je crois que c'était Utopia, voilà, qui soutiennent ces migrants. Il faut quand même avoir à l'esprit que ce sont des mafias qui organisent ce trafic. Donc, quelque part, ils contribuent à l'enrichissement de ces mafias. On peut toujours avoir de beaux discours, mais il y a la réalité. Après, il y a 2 thèmes. Il y a la politique migratoire. Bon, avec nous, les visas seront délivrés au compte-gouttes. Là, on a bien conscience qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de gens qui ont un visa. Ce sont les clandestins. Donc, les clandestins, soit on les bloque à la frontière, soit ils ont vocation à être expulsés du territoire national. Voilà, tout simplement. Eux ne veulent pas rester en France, ils veulent justement partir au Royaume-Uni. Oui, alors, et j'en viens au deuxième point. Effectivement, ce sont ces accords du Touquet qui remontent à 2003 entre Paris et Londres. Et en fait, la France est devenue la frontière du Royaume-Uni. On marche un petit peu sur la tête. On nous avait promis des dizaines de millions d'euros que Londres nous verse d'ailleurs qu'au compte-gouttes et encore dans le meilleur des cas. Autrement dit, la France, ça me rappelle un peu l'histoire du sous-marin. Et rabaisser, la France c'est une quantité négligeable. Si on a envie de lui donner quelques dizaines de millions d'euros pour faire notre job, on le fait, sinon on le fait pas. Donc il y a tout à revoir de la politique migratoire jusqu'à ces accords du Touquet. Est-ce qu'il faut casser, si vous arrivez au pouvoir, vous cassez automatiquement les accords du Touquet et vous rentrez dans un bras de fer avec Londres? Alors, mais nous on bloquera en amont, aux frontières, on expulsera et effectivement, on renégociera avec Londres. Faut pas oublier aussi que s'ils veulent aller au Royaume-Uni, il y a une histoire de langue, évidemment. Là, ce sont des Érythréens, je crois. C'est aussi parce que le Thatcher et l'ultralibéralisme est passé par là. C'est très facile de trouver du travail en Grande-Bretagne. On pose ses valises. Les lois sociales sont tellement souples et faciles que, voilà, ils se disent après tout, il y a un Eldorado là-bas. Allons-y. Alors, Xavier Iacovelli, sur ce point, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors déjà, effectivement, moi aussi, je voudrais dire que ce drame qui s'est passé hier, que ce soit des migrants ou des Français, ça reste des humains. Et franchement, moi, j'ai une pensée, effectivement, pour cette victime, pour ses blessés, pour leur entourage. Bien sûr, pour le chauffeur de ce TER et puis pour tous les riverains qui subissent aussi cette problématique, ce drame humain qui dure depuis des années. Après, moi, j'essaye de faire entre la France Insoumise et le Rassemblement National, d'être un peu plus pondéré. Non, pas en même temps, non, justement, c'est surtout pas en même temps que vous deux, et de montrer la réalité des choses. Effectivement, il y a une situation dramatique depuis des années à Calais. Depuis janvier, contrairement à ce que vous dites, madame, depuis janvier, le gouvernement a effectivement démantelé un certain nombre de camps, a empêché des camps de se reconstituer, et c'est 12 000 migrants qui ont été mis à l'abri, justement pour éviter la reconstitution. Toutes les 48 heures, c'est des flagrances et il n'y a pas de relogement. Madame, s'il vous plaît. C'est des gens qui n'ont aucune solution. Bien sûr. Merci. Juste, il y a 12 000 personnes, 12 000 migrants qui ont été mis à l'abri pour éviter justement cette multiplication de situations. Depuis le début du quinquennat, c'est divisé par 15 le nombre de migrants à Calais. Donc effectivement, Calais ne doit pas être aujourd'hui un synonyme de blocage migratoire. Et d'ailleurs,
la pression que nous avons mis sur Londres a permis d'avoir aujourd'hui alors, contrairement à ce que vous dites, c'est 60 millions qui ont été mis effectivement par Londres pour sécuriser les plages du Calaisis, pour permettre effectivement d'éviter ce départ massif. Ils sont pas versés. Si, ils sont versés. Et je vous dis, il y a 60 millions aujourd'hui qui ont été déposés par Londres pour sécuriser les plages. Bien, on aura l'occasion de reparler évidemment de ce sujet qui sera aussi évidemment dans cette campagne présidentielle. Merci beaucoup à tous les quatre.